y aura les hommes. L'homme qui est assis en face de moi est devenu en quelques années une figure incontournable de la politique française. Tour à tour, porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État, ministre délégué chargé des comptes publics, ministre de l'Éducation nationale, député et bien sûr, Premier ministre. Il avait alors seulement 34 ans. L'homme qui est assis en face de moi incarne une nouvelle génération politique à la fois rapide, tranchante, mais surtout tout à fait connectée à son époque, ce qui fascine les uns, et pour cause, en agace certains, mais ne laisse évidemment personne indifférent. Alors il est là, très élégant en costume clair, il faut dire qu'à Paris aujourd'hui il fait beau, c'est suffisamment rare pour être souligné. Il vient de sortir d'un petit déjeuner à l'Assemblée nationale avec des parlementaires et après moi, évidemment, il va enchaîner, c'est la course. Je suis certaine qu'il est prêt à répondre sans détour et ça me fait très plaisir. Ça fait longtemps que j'avais envie de le recevoir, alors je suis très heureuse que nous ayons réussi à trouver un moment dans votre emploi du temps. Bienvenue Gabriel Attal et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je dois vous dire un truc, vous êtes mon premier ministre. Je crois que les premières fois, on les oublie jamais. Et ben, c'est un de mes premiers podcasts. C'est vrai ? Bah ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un il y a pas très longtemps avec Alain Finkielkraut sur l'éducation. Mais c'est un des premiers formats que je fais comme cela. Et ben, je suis encore plus flattée. Merci beaucoup. Comment je dois vous appeler ? Est-ce que je dois vous appeler Monsieur le Premier ministre ou est-ce que je peux vous appeler Gabriel ? Gabriel, ça va. Gabriel ? Ok, Ouais. c'est très gentil. Et moi ? Moi, vous m'appelez Julia ? Ok, super. Comment allez-vous pour de vrai ? Pour de vrai, ça va très bien. Malgré tout ce qu'on vit en ce moment, j'ai la chance d'avoir des fonctions, un métier qui me plaisent, d'être plutôt heureux dans ma vie personnelle et de me sentir utile dans ce que je fais, ce qui pour moi est le plus important. Vous arrivez à vous sentir toujours aussi utile depuis que vous n'êtes plus à Matignon ? Est-ce qu'il n'y a pas cette petite note quand même où vous dites avant, quand je décidais quelque chose, ça se mettait en place immédiatement ou quasiment immédiatement ? Si, parce que j'ai été Premier ministre pendant 8 mois, mais avant ça, j'ai été au gouvernement pendant plusieurs années. Et ce qu'il y a pour moi de vraiment épanouissant quand on est dans l'exécutif au gouvernement, c'est qu'effectivement, on peut prendre des décisions qui s'appliquent tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'exécutif. Et donc là, il faut que je réinvente quelque part mon utilité. Je suis parlementaire aujourd'hui, à la tête d'un groupe, à la tête d'un parti, donc c'est plus d'être dans des propositions, de participer au débat. Mais c'est vrai que l'aspect concret des choses est probablement ce qui me manque le plus. C'est pour ça, par exemple, que j'ai créé mon association de lutte contre le harcèlement à l'école, qui s'appelle Faire Face, où on finance et on organise des actions de prévention contre le harcèlement dans les établissements scolaires. On accompagne des familles d'enfants victimes de harcèlement. Et je trouve dans l'action de cette association une partie de ce que je trouvais quand j'étais au gouvernement. Et donc, c'est ce qui fait que je me sens aussi utile. Et on va reparler des enfants. J'ignorais l'existence de cette association. Ça veut dire que je n'ai pas suffisamment bossé mon sujet et je le regrette. Mais on va évidemment revenir sur les enfants. Gabriel, au hasard du calendrier, nous avons convenu d'un rendez-vous début mars, à quelques jours du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. C'est pour ça que ce podcast sort aujourd'hui, le 8 mars. Et donc, j'aimerais qu'on évoque ensemble certains sujets qui concernent les femmes et plus précisément les femmes en France. Les violences faites aux femmes dans notre pays sont comme ailleurs un véritable fléau, mais chez nous, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Qu'est-ce qu'on fait devant un tel constat ? Qu'est-ce qu'on fait pour accélérer la protection des victimes et renforcer les sanctions contre les agresseurs ? D'abord, on agit, et on agit en assumant qu'il y a des actions drastiques à prendre et que ça peut prendre un peu de temps malheureusement. Et ce qui est terrible avec ce combat, c'est que chaque minute qui est perdue, c'est des femmes qui sont victimes de violences, qui sont blessées, qui sont en danger, voire qui sont tuées, puisque malheureusement, comme vous l'avez dit, on a encore cette statistique terrible, tous les 3 jours, une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Il y a des pays qui ont réussi. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'ils en ont fait une cause nationale, prioritaire. Je pense notamment à l'Espagne. Alors, évidemment, il reste des problèmes, mais en tout cas, ils en ont fait une action systémique. Et c'est ce qu'on a voulu faire dès 2017, quand on est arrivé au pouvoir, avec Marlène Schiappa, à l'époque, qui a beaucoup agi sur le sujet. Et sur la question des violences, il y a notamment eu le Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais je sais que vous avez eu beaucoup d'ambition pour le sujet, mais force est de constater qu'aujourd'hui, en 2025, malheureusement, on en est encore là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose... On est loin d'avoir réglé le problème. Mais on a mis en place des actions qui, je crois, vont dans la bonne direction et sont en train de changer les choses. Sur la prise en charge immédiate et concrète des femmes victimes de violences. Je pense à tout ce qu'on a fait sur le bracelet anti-rapprochement, les téléphones grave danger. Il y en a plusieurs milliers qui sont déployés en France. Et concrètement, on a des données qui montrent que ça a sauvé des vies. Quand vous avez une femme qui a quitté son
conjoint violent qui a un téléphone grave danger, un bracelet anti-rapprochement, et que ça sonne parce que le conjoint violent revient pour l'attaquer et que la police peut intervenir à temps, on se dit que c'est probablement des vies qui sont sauvées. On a le 3919 qui est le numéro d'écoute, d'alerte, d'accompagnement qui est maintenant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des femmes qui peuvent être prises en charge et on continue à prendre des mesures. Récemment, par exemple, on a mis en place une mesure à laquelle je tenais beaucoup, qui est une aide d'urgence universelle pour les femmes victimes de violences. Parce que quand une femme est victime de violence et qu'elle veut quitter le domicile, évidemment que c'est une montagne administrative, de frais immédiats d'urgence qu'il faut être capable d'assumer. Et donc, on a mis en place une aide universelle. Comment elles peuvent l'obtenir ? Parce que ça, c'est très intéressant, parce que quand on doit quitter un conjoint violent et qu'il faut prendre un appartement et qu'on a les enfants, Exactement. etc., comment on fait ? D'abord, appeler le numéro d'écoute que je viens de citer, parce que c'est ce qui permet vraiment d'être accompagné, d'avoir toutes les informations sur les démarches. Et c'est une aide qui est versée par les CAF. C'est 600 € minimum. Je crois qu'en moyenne, si on prend toutes les aides qui ont été versées, il y en a eu plusieurs milliers ou dizaines de milliers déjà, on est autour de 900 €. C'est vraiment l'aide pour les premiers jours, c'est-à-dire pour les premiers frais. Parfois, il faut prendre un hôtel, parfois, il faut se faire héberger quelque part, il y a des frais, etc. Voilà, je cite cette mesure parce que ça montre qu'il y a encore des mesures concrètes qu'on peut prendre pour continuer à améliorer les choses. Et après, il y a ce qui est plus structurel, systémique. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'éducation. Et donc, je pense que c'est aussi tout ce qu'on engage à l'école, et notamment dès les plus petites classes, qui nous aidera, mais alors là, c'est forcément sur du très long terme, mais à régler le problème. Et alors, comment on fait ? Quel message vous auriez envie d'adresser aux jeunes hommes là, et aux jeunes enfants qui pourraient vous écouter ? Parce qu'on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de tous les hommes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est une minorité d'hommes qui s'abat sur les femmes, mais cette minorité d'hommes, elle s'abat aussi sur les hommes, et on le sait. Et ce sont toujours les mêmes, et cette violence, vous la subissez, je la subis. Qu'est-ce qu'on dit aux petits garçons là ? Moi qui suis mère de 2 enfants, de 2 garçons, qu'est-ce que je leur dis à mes fils ? D'abord, je pense qu'il faut leur dire que c'est des phrases qui peuvent paraître banales, ce qui est terrible dans le débat public, mais je pense que c'est toujours important de les rappeler, notamment à des enfants, parce que pour eux, c'est pas banal. On est tous égaux, qu'on a des différences et que c'est plus une chance qu'autre chose. Et puis ensuite, moi, il y a quelque chose que je dis souvent, notamment aux jeunes ou aux enfants que je rencontre, quand je parle de la lutte contre le harcèlement, mais c'est des sujets qui sont très proches, c'est que la violence, elle peut toujours finir par s'abattre sur vous. Et on le sait, d'ailleurs, dans les phénomènes de harcèlement, que des harceleurs peuvent ensuite assez vite devenir des harcelés. Et que le meilleur moyen d'éviter que la violence s'abatte sur vous, c'est vous-même d'être une forme de sentinelle pour éviter que la violence tombe sur les autres. Merci pour ces précisions. Gabriel Attal, malgré les lois sur l'égalité salariale, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes persiste, là encore. Pourquoi on en est encore là en 2025 ? Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour arriver enfin à cette égalité qui, d'ailleurs, je le rappelle, était la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, si je ne dis pas d'ânerie. Alors les inégalités, elles persistent, mais c'est quand même une bonne nouvelle, elles se réduisent. Oui, c'est vrai. Notamment parce que, là aussi, dès 2017, on a mis en place ce qu'on appelle l'index d'égalité entre les femmes et les hommes. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend les plus grandes entreprises, on leur demande de publier, de rendre transparents les écarts de rémunération et on suit la progression des choses. Et ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir fait la transparence, le fait d'avoir rendu ça public, c'est un peu une forme de name and shame, en fait, ça conduit des entreprises à faire ce qu'il fallait pour réduire les écarts de rémunération. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible parce que j'ai grandi entouré de 3 sœurs. Et voilà, l'une d'entre elles nous avait montré qu'alors même qu'elle avait un collègue masculin qui avait le même âge qu'elle, le même diplôme qu'elle, la même expérience qu'elle, il gagnait plus qu'elle. Et quand vous voyez ça autour de vous avec un exemple très concret qui est une de vos sœurs, vous pouvez que être révolté et indigné par cette situation. Est-ce que vous savez que ces écarts de salaire commencent dès l'enfance avec des écarts d'argent de poche ? Est-ce que, par exemple, vous avez eu plus d'argent de poche que vos sœurs ou pas ? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je leur demanderai. Oui, mais parce que ça, c'est complètement dingue. Les écarts de salaire, ça commence à l'enfance et ça commence même encore plus insidieusement. On n'apprend pas aux filles à parler d'argent. Ouais. On n'apprend pas aux filles à venir négocier leur salaire. Mais il y a beaucoup d'écarts qui commencent dès le plus jeune âge. Et je donne un exemple que moi, j'avais vécu quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. C'est notamment sur la question de la place des filles dans les carrières scientifiques et dans les mathématiques. On voit, il y a une étude très intéressante qui a été faite qui montre que l'écart entre les filles et les garçons en maths, c'est-à-dire dans l'appétence pour les mathématiques, il commence en CE1. C'est en CE1 que ça décroche. En gros, en CP,
on voit que les filles et les garçons ont la même appétence pour les maths, le même niveau en maths, et que le décrochage se fait en CE1. Parce que une forme de spontanéité qui fait qu'il y a des enseignants qui vont plus interroger les garçons que les filles, peut-être plus dire aux filles que c'est compliqué qu'aux garçons, et donc les filles vont intégrer assez vite le fait que les maths, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai échoué dans ma carrière de mathématiques. Non, mais c'est un sujet majeur parce qu'on voit que c'est dès les petites classes que ça se joue et qu'ensuite ça a un impact au collège, au lycée, où les filles vont moins choisir des filières ou des matières scientifiques ou mathématiques. Elles sont en L, elles sont en ES, elles prennent beaucoup moins S, bien sûr. Et derrière, ça a un impact sur la carrière. Parce qu'on va avoir moins de filles dans les métiers d'ingénieur, par exemple. Mais alors vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme tout court, en tant que frère, puisque vous venez de nous le rappeler, vous avez 3 sœurs, quel est votre rôle pour faire avancer cette égalité femmes-hommes ? Moi, je crois qu'en tant que responsable politique, ça fait partie des sujets sur lesquels on a la plus grande responsabilité. Et comme vous l'avez dit, moi, je pense que c'est un combat qui doit être mené par les hommes aussi. On ne peut pas laisser ce combat-là aux femmes et considérer que c'est aux femmes de s'occuper de leurs affaires, entre guillemets. C'est l'affaire de tous. Moi, je crois à une société humaniste. Je me définirais avant tout comme humaniste. Je crois à une société de bienveillance, de tolérance. On accepte les différences, on en fait une richesse plutôt qu'autre chose. Et c'est cette vision humaniste qui me conduit à vouloir lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes à tout point de vue, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient en matière de violence et dans bien d'autres domaines. Et je pense que c'est la responsabilité des politiques, et c'est peut-être une responsabilité encore plus importante pour les politiques, on va dire, de la nouvelle génération, en tout cas les jeunes générations de politiques, et peut-être qu'ils ont une vision différente et un peu dépassionnée sur ces sujets-là, parce qu'on voit malheureusement que assez vite, quand on parle de ces sujets, on tombe dans des débats assez caricaturaux qui nuisent à la cause. Autre débat assez caricatural qui peut nuire à la cause, et notamment chez vous en politique, c'est le sexisme en politique. Ça reste aussi un problème majeur. Est-ce que vous, en tant que Premier ministre, en tant que ministre, en tant que secrétaire, en tant que porte-parole du gouvernement, vous avez déjà assisté à une scène particulièrement sexiste envers l'une de vos consoeurs ? Moi, j'ai la chance d'être membre d'un parti, d'être à la tête d'un parti maintenant et d'un groupe parlementaire qui a fait du féminisme et de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité de son action, qui a fait en sorte qu'en 2017, il y ait plus de femmes que jamais à l'Assemblée nationale qui ont été élues et qui se bat au quotidien pour la place des femmes en politique. Donc je ne peux pas dire que dans ma famille politique, j'y ai été particulièrement confronté. En revanche, ce que j'observe, c'est une forme de différence de traitement. Entre les générations ? Oui, et puis globalement dans les commentaires qui peuvent être faits sur des femmes politiques plutôt que sur des hommes politiques. Je vois bien qu'une femme politique qui fait preuve de détermination ou d'autorité, assez vite, on va la classer dans les autoritaires, on va dire qu'elle est... les hystériques. Hystérique, etc. Ça, je le vois bien. Marlène Schiappa a été extrêmement tensée. Quand elle était au gouvernement, les commentaires sur elle, que ce soit sur son physique, sur sa façon de s'habiller, sur ses cheveux, sur sa façon de se maquiller, on en arrivait à penser qu'elle n'avait rien à dire et qu'on ne faisait que la regarder. C'était assez éprouvant. Ouais, et pour moi, Marlène, c'est un modèle de courage parce qu'elle n'a jamais rien lâché, en fait. Et elle a montré que par-delà tous ces commentaires, par-delà les insultes, par-delà les critiques, en fait, elle continuait. Et je sais que c'est devenu un modèle pour beaucoup de femmes. Moi, mes sœurs, elles sont fans de Marlène Schiappa. Et elles ont raison. Je suis assez fan aussi parce qu'elle a fait vraiment progresser les choses, à la fois par les mesures qu'elle a prises en tant que ministre, mais aussi par le combat, on va dire, sociétal qu'elle a mené, par ses déclarations, par ses prises de position et par son courage. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Alors, ce podcast s'appelle « Tant qu'il y aura des hommes ». Et donc, j'aimerais connaître votre définition de ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui. Pourquoi ça vous fait sourire ? Parce que je parlais tout à l'heure de débats qui peuvent devenir assez vite caricaturaux. On voit bien aujourd'hui, quand vous rappelez une réalité qui est une réalité biologique, c'est-à-dire que quand vous êtes un homme, vous êtes de sexe masculin, on vous dit que vous êtes justement enfermé dans une logique biologique. Quand vous dites que être un homme, c'est pas forcément correspondre aux formes de stéréotypes de la masculinité, on vous explique que vous voulez des hommes déconstruits. Voilà, je trouve que c'est un débat qui devient très vite caricatural et qui finit par contribue à pourrir les relations entre les femmes et les hommes. Donc, comment est-ce que je définirais un homme ?
au-delà de la biologie, je dirais justement que peut-être qu'être un homme, c'est ne pas voir l'égalité comme un risque, c'est refuser de rentrer dans des cases, parce que je pense que dans notre société, dans notre imaginaire collectif, l'homme a quand même toujours été assimilé à la force, la détermination, la prise de décision, le courage. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ces traits de caractère ou ces qualités. Mais on peut être un homme et être vulnérable. On peut être un homme et être discret. On peut être un homme et avoir peur. On peut être un homme et pleurer. Tout ça, ça paraît des banalités. Mais je pense qu'être un homme, ça doit être de pouvoir le reconnaître et ne pas voir l'égalité entre les sexes, ne pas voir le refus de rentrer dans une case comme un risque pour soi-même. Vous y parvenez ? C'est une bonne question. J'essaye. Je crois que j'y parviens, mais on n'est jamais les meilleurs juges de soi-même, je pense. Donc, il faudra poser la question à mes sœurs. Je n'y manquerai pas. Qui sont les hommes qui ont marqué votre existence, qui vous ont un peu servi de modèle, justement, pour être un homme qui peut avouer qu'il a peur, qui peut avouer qu'il a mal, qui peut avouer qu'il a envie ? Bon, à titre très personnel, mon père, évidemment. Vous dites évidemment, mais il y a des hommes pour qui les pères n'ont pas tant compté que ça. Ouais, mais pour moi, c'est une évidence. Parce que je pense qu'il il vivait comme ça. Parce qu'il n'avait pas peur de l'égalité. Et puis, si je prenais des références politiques, des personnalités qui m'ont marqué, c'est ça le... Des hommes qui vous ont servi un peu de modèle. Vous vous êtes dit, moi, quand je serai grand, j'aimerais être un type comme lui. Bon, y a mon père, plutôt, alors pas du tout pour sa carrière ou le secteur d'activité dans lequel il travaillait, même si à un moment j'ai voulu être avocat comme lui, mais c'est plutôt vraiment en termes de vie personnelle, d'éthique de vie. Et après, moi, il y a des grandes figures qui m'ont marqué et voilà, par leur parcours, par leur courage, par leurs engagements, m'ont toujours inspiré. Qui, par exemple ? Je pense que celui qui m'a toujours le plus inspiré, dont la vie, les combats et l'action m'ont le plus inspiré, c'est Jean Zay. Jean Zay, il a été ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts sous le Front populaire. C'est un joli ministère, ça, l'éducation et les beaux-arts. Oui, parce que moi, je crois beaucoup à l'éducation artistique et culturelle et au fait que l'art, l'accès à la culture, évidemment que c'est aussi central dans l'éducation pour plein de raisons, parce que c'est de la culture générale. La culture générale, c'est un énorme facteur d'inégalité, mais aussi parce que c'est par l'art et la culture qu'on éveille sa sensibilité, qu'on sait développer son esprit critique, s'interroger sur le monde, etc. Et donc, il a été ministre, il a beaucoup agi pour l'accès universel à l'école, donc y compris pour l'accès des jeunes filles, et d'ailleurs pour l'accès des filles aux filières scientifiques et aux mathématiques, pour la culture à l'école, et aussi parce qu'en tant que personne, ça a été un résistant. Il a été emprisonné sous Vichy, assassiné par la milice. Et donc, pour moi, c'est un modèle d'action et de courage. Voilà. Spontanément, c'est celui que je citerai en premier. Et si là, juste à la fin de ce podcast, vous pouviez aller déjeuner avec un homme, mort ou vivant, célèbre ou pas, avec qui là, vous aimeriez avoir rendez-vous juste après moi ? Je vais faire une réponse qui va peut-être vous interpeller. Je pense que j'irai déjeuner avec Donald Trump pour essayer de le convaincre de ne pas abandonner l'Ukraine. Voilà. C'est d'actualité. Moi, je me c'est vraiment l'homme que vous aimeriez voir là ? Là, vous me posez la question. Ouais, aujourd'hui, on est le combien ? On est le 8 mars. Le 8 mars. On n'enregistre pas le 8 mars. Nous sommes le 5 Mais là, mars. aujourd'hui, je rentre d'Ukraine. Je vois que le pays est menacé d'être anéanti par les Russes. Vous me demandez là si j'avais un déjeuner à consacrer et que je devais choisir quelqu'un pour essayer de me sentir utile, c'est celui-là que je ferais. Je ne dis pas que c'est l'homme inspirant pour mon action. Bien sûr. Mais si je devais en choisir un aujourd'hui... Et vous, c'est l'action toujours d'abord. C'est pour ça que je me suis engagé. Vous auriez pu me dire, j'ai envie de déjeuner, j'ai envie d'aller rencontrer un artiste que j'adore. Non, vous vous dites, OK, là, à quoi je peux servir ? C'est ça le truc auquel vous pensez tous les matins en vous levant, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour servir à quelque chose ? Oui, c'est mon... Et encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui se lèvent pas le matin en se disant ça forcément, et je le respecte totalement. Je pense que l'important, c'est d'être épanoui et d'être bien dans ce qu'on fait. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ça en moi et j'ai toujours eu envie de me sentir utile et d'aider les autres et d'aider mes concitoyens. Je regrette que vous n'ayez pas rendez-vous avec Donald Trump.
Là, j'aurais bien aimé que vous puissiez aller déjeuner avec lui. Ouais, mais le président est allé le voir et je sais qu'il essaye de le convaincre aussi. Mais voilà, c'est vrai que je rentre d'Ukraine et je le dis ici, c'est totalement bouleversant de voir des hommes et des femmes, et notamment une députée que j'ai rencontrée, qui est la présidente du groupe d'amitié Ukraine-France, qui est une députée ukrainienne, qui parle français comme vous et moi, qui est aussi sergent dans l'armée. Donc c'est une députée qui vous reçoit en treillis, qui est quand même, et qui se bat, qui va sur le front. Donc des femmes et des hommes qui se battent et qui disent on se bat pour notre famille, à nous, mais on se bat aussi pour la famille de l'Europe. Bien sûr. Ils se battent pour une Union européenne dont ils ne sont même pas membres. Et voilà, moi, ça me... Vous voulez qu'on intègre l'Ukraine à l'Europe ? Ah, moi, je suis pour qu'on l'intègre au plus vite. C'est-à-dire même qu'on accélère le processus Et ça ne va pas se faire, là, à votre avis ? Il faut des réformes, ils ont commencé à en faire, il y a tout un processus qui est assez long, mais moi je serais pour qu'on l'accélère au maximum, parce que c'est aussi une garantie de sécurité pour eux, et parce qu'ils se battent pour nous. Alors désolé, on digresse, c'était pas le sujet du podcast, mais voilà, c'est juste pour dire que je rentre de là-bas, et que moi ça me rend malade de me dire que notre génération va peut-être être celle qui va les regarder se faire anéantir par la Russie. Sans faire ce qu'il faut pour l'empêcher. Voilà. Raphaël et donc Glucksmann, là, quand on me dit qu'est-ce que tu... Voilà, si le temps que tu as de disponible pour un déjeuner ou autre, comment tu le rendrais utile, c'est pour essayer de faire progresser les choses là-dessus. Je profite d'être en face d'un Premier ministre pour pouvoir vous poser cette question, mais Raphaël Glucksmann a déclaré il y a quelques jours qu'il pensait très sérieusement que la Russie pourrait attaquer l'Europe d'ici 2029. Vous y croyez à cette menace de guerre ? Vous pensez qu'on va être une génération qui va connaître la guerre en France ? Mais il suffit de regarder les déclarations de Vladimir Poutine lui-même. Vladimir Poutine, il dit qu'il veut reconstruire ce qu'il appelle la Grande Russie. Ça va jusqu'où la Grande Russie ? Ça va jusqu'aux frontières, on dit pré-91, les frontières de l'Union soviétique, donc y compris avec des pays qui aujourd'hui sont membres de l'Union européenne. Il a fixé un objectif d'avoir 1 500 000 hommes dans son armée à 2030, de doubler le nombre de ses blindés. C'est pas simplement pour l'Ukraine. Ça montre bien qu'il y a d'autres plans derrière. Et vous avez beaucoup de services de renseignement européens qui ont montré qu'ils ont des informations qui montrent qu'il veut s'attaquer ensuite à des pays de l'Union européenne. Donc oui, c'est un risque pour l'Union européenne. C'est pas un risque pour nous à Paris ou en France avec des chars russes qui débarqueraient. Mais enfin, on doit assistance mutuelle à des pays membres de l'Union européenne, donc ça nous concerne aussi directement. Waouh, j'ai bien fait de vous poser cette question. Monsieur le Premier ministre, dans ce podcast, nous aimons reprendre l'histoire depuis le début, là où elle a commencé, pour mieux comprendre l'homme que j'ai en face de moi. Alors allons-y. Vous êtes né où et vous avez grandi où ? Je suis né à Clamart et j'ai grandi en région parisienne. Dans quel milieu social ? Dans un milieu social aisé. Qui étaient vos parents ? Comment s'appelaient-ils ? Comment s'appelle-t-il et comment s'appelait-il ? Mon père s'appelait Yves, il est décédé il y a quelques années maintenant, et ma mère s'appelle Marika. Vous vous souvenez parfaitement de la voix de votre père ? Je m'en souviens parfaitement, comme si c'était hier. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai grandi aussi dans une génération où on avait les premiers smartphones, et donc je pense notre génération, on a plus de vidéos, on a plus de photos de moments avec nos parents et de moments de l'enfance. Et vous les regardez souvent ? Ouais. Ah ouais, je les revois souvent. Vous avez conservé des messages avec lui, des choses où vous avez gardé son numéro dans votre téléphone, par exemple ? Ouais, et pendant un moment, d'ailleurs, j'appelais pour écouter son répondeur. Alors maintenant, il ne marche plus. Et oui, j'ai gardé des emails et des échanges qu'on avait eus, même si on échangeait surtout... on s'appelait tous les soirs, en fait. À quelle heure ? Ça dépendait de l'heure à laquelle je finissais de travailler. Mais on s'appelait tous les soirs et puis on commentait ensemble l'actualité. Je parlais de ma journée. Mon père, c'est celui qui, dans la famille, m'a toujours encouragé à m'engager en politique. Lui-même, il n'était pas du tout engagé en politique. Il s'intéressait beaucoup à la vie de la cité, à l'actualité, mais moi, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire très tôt. Et il m'a toujours encouragé. Ma mère, elle craignait un peu plus la violence du milieu. Et voilà, je pense que, évidemment, elle me soutient à fond. Elle regarde tout ce que je fais. Mais oui, donc je partageais ça avec lui. Et c'est vrai que j'y pense tous les jours. Il n'était pas là quand vous avez été nommé Premier ministre. Est-ce que déjà, cette nomination a fait de vous l'homme fort de la famille ? Est-ce que tout d'un coup, à 34 ans, on n'a pas tous un Premier ministre en bout de table au déjeuner du dimanche ? Non, alors très sincèrement, et c'est pour moi... la meilleure nouvelle, c'est que tout ce qui m'est arrivé en politique ces dernières années n'a absolument rien changé dans mon rapport avec
ma mère, mes sœurs ou aujourd'hui mon petit frère. Est-ce que votre mère peut encore vous engueuler à table, vous demander de vous redresser ou de lui passer le sel Alors, en fait, c'est assez différent. C'est assez différent. C'est-à-dire que mes sœurs m'engueulent toujours autant. C'est vrai? À quel sujet? Mais elle m'engueule parce que ma mère ne m'engueule pas assez et parce qu'elle trouve que j'en fais pas assez. Et ça, c'est la meilleure preuve que rien n'a changé. C'est-à-dire que c'est pas que ma mère m'engueulait avant et qu'elle pourrait moins m'engueuler aujourd'hui parce que j'ai eu des responsabilités politiques importantes. C'est qu'elle m'engueulait déjà pas assez aux yeux de mes sœurs parce que je suis le seul garçon et qu'elle ne m'engueule toujours pas aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Mais mes sœurs continuent à m'engueuler autant qu'avant. Mais ça peut arriver encore une phrase du genre Gabriel, s'il te plaît, tu peux rapporter le pain dans la cuisine? Ça peut arriver? On peut encore vous demander? Ça doit quand même faire un truc un peu bizarre d'avoir un Premier ministre. Alors là, je le crois pas du tout. Franchement, j'aurais dû venir avec elle. Je crois vraiment ça change rien du tout. Vous avez pensé à votre père quand vous avez été nommé? Tout de suite? Ça a été la première personne à qui vous ayez pensé? Oui, mais surtout, en fait, j'y pense tous les jours. À plein de moments dans la journée? Ouais, toujours à un moment dans la journée, j'y pense. Qu'est-ce que vous avez pris de lui? Je pense de mes deux parents, en fait. Parce que les deux avaient ça aussi comme éthique dans leur vie, la quête de liberté. Et mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Notamment ma mère, mais mon père aussi, c'était quelqu'un de très libre, libre penseur. Il n'avait pas peur de choquer, de heurter. Et quand on leur demandait, quand on était petit, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse plus tard, alors c'est surtout ma mère, hein, mais mon père partageait ça. Ma mère nous disait tu feras ce que tu veux, je m'en fiche totalement. La seule chose que je veux, c'est que tu sois libre, que tu dépendes de personne et que tu sois libre de faire tes choix et que jamais tu te dises que tu es prisonnier de quelque chose. Moi, ils m'ont vraiment élevé là-dedans. C'est pour ça que pour moi, la valeur de liberté, c'est ce qu'il y a de plus important, et y compris politiquement. Moi, la quête la plus importante pour moi, pour les Français, c'est celle de la liberté collective en tant que peuple et en tant que nation. Et on a la chance de vivre dans une démocratie libérale. On choisit nos représentants, on a le droit de les détester, de les changer, mais d'être libre en tant que peuple. Et on voit que un pays comme l'Ukraine, qui a 3 heures d'avion de chez nous, peut perdre sa liberté, mais aussi la liberté individuelle de faire ses choix dans sa vie. Si les révolutionnaires ou ensuite la République ont choisi comme devise liberté, égalité, fraternité, dans cet ordre, c'est qu'ils ont mis la liberté en premier. Parce que pour moi, c'est la quête prioritaire pour la société. Revenons un peu à votre enfance, si vous le voulez bien. Vous étiez quel petit garçon? Épris de liberté, certes, mais quel petit garçon? Vous étiez turbulent, vous étiez sage? Non, j'étais turbulent. C'était ça, quoi? Je pense que j'étais plutôt turbulent. Vous êtes le petit dernier de la fratrie, c'est ça? Non. J'ai une grande sœur. Ouais. Et ensuite, il y a moi. Et après, j'ai 2 petites sœurs. Et depuis quelques années maintenant, j'ai un petit frère. D'accord. Qui a été adopté. D'accord. Mais donc, effectivement, vous avez été le seul fils pendant longtemps. Ah oui, j'étais le seul fils. Oui. À quoi ça ressemblait, les fêtes de famille chez vous, Gabriel Attal? C'était toujours un moment très joyeux, notamment parce que mes 2 parents se réunissaient. Et moi, j'ai grandi dans une famille de parents divorcés. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est que pour les anniversaires, pour les fêtes, pour Noël, mes parents se réunissaient et on faisait Noël tous ensemble. Et ça, c'est quand même... c'est le souvenir que je garde de ces moments. C'était les seuls moments, mais ils étaient quand même assez nombreux, parce que comme on était nombreux dans la famille, il y avait beaucoup d'anniversaires. Et puis, il y avait Noël chaque année, où mes parents se retrouvaient ensemble avec nous. Et c'est ça que je garde comme souvenir. Et c'était joyeux? Ça parlait fort, ça riait beaucoup? Ouais. C'était joyeux, assez intimiste quand même, parce que on faisait pas des fêtes de Noël ou des anniversaires avec toute la famille élargie, les cousins, les oncles, les tantes, etc. Donc c'était, on va dire, comme mes sœurs disent, la famille nucléaire, le noyau. Et donc c'était aussi assez intime. C'est quoi votre Madeleine de Proust, le goût de votre enfance? Je pense que c'est un plat que ma mère nous préparait quand j'étais petit. Voilà. C'est quoi? C'est un poulet indien. Je l'appelle le poulet rouge.
parce que la sauce est rouge. Voilà. Je ne saurais pas du tout dire ce qu'il y a dedans. Vous avez jamais essayé de le refaire chez vous? Non, et souvent je lui demande si elle pourrait le refaire pour mon anniversaire par exemple. Et elle me dit ça me gave totalement de refaire ce plat. Oui, je le faisais quand vous étiez enfant parce que c'était simple, etc. Mais j'ai pas envie de manger ça. D'accord. Donc si on veut vous ramener à l'enfance, on vous fera un poulet rouge. Voilà. On essaiera en tout cas. Quelle place avait la culture chez vous? Parce qu'on sent que c'est quand même assez prédominant dans votre éducation. Ouais. On écoutait de la musique par exemple, on allait au concert, au musée? Alors on allait au musée et surtout on regardait des films. Ah ouais? Ouais. C'est quoi vos souvenirs de films en famille? Un film que j'ai vu 120 ou peut-être 150 fois, c'est L'argent de poche de François Truffaut. Ah ouais? Ouais. Pourquoi un tel amour pour ce film? Mes parents nous l'ont fait découvrir avec mes sœurs quand on était petits. Et on a développé une forme de fascination pour ce film. C'est un film qui est un film, je ne sais pas si on dirait un film choral. C'est un film sur des enfants. Ouais. Sur la vie d'enfants. On les voit dans leur famille, on les voit à l'école, dans leurs amours. Et ça dit beaucoup de choses sur la manière dont on se construit, sur les inégalités. Il y a un enfant qui est victime de violences, notamment à la maison. Et donc on le connaît par cœur avec mes sœurs. L'argent de poche raconte les aventures de 15 enfants, du premier biberon au premier baiser amoureux. Pour tourner cette histoire, nous avons auditionné plus de 350 enfants. 200 d'entre eux traversent le film. Voici les 25 élèves de Monsieur Richet. Le maître, c'est un cochon. Moi, monsieur, je vais dans une colonie de vacances, mais dans une colonie mixte. Et la colonie mixte, 60 garçons, 60 filles. J'ai tourné l'argent de poche sans vedette, car la véritable vedette d'un film sur les enfants, c'est l'enfance elle-même. Et donc voilà, c'était plutôt le cinéma. Mais c'est-à-dire que déjà enfant, les sujets de l'enfance, c'était les sujets qui vous préoccupaient le plus? Oui, probablement. Moi, j'ai toujours été révolté par des inégalités qui traversent la société, notamment chez les enfants et les jeunes. Peut-être aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu favorisé. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai grandi dans un foyer. Évidemment, il m'est arrivé des choses très difficiles. Mes parents sont séparés, mon père est mort quand j'étais jeune. Mais je retiens quand même que j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec un milieu social qui fait que je ne peux pas dire que j'ai manqué de beaucoup de choses. Mais pour autant, est-ce que vous avez été heureux dans cette enfance? Ouais. Vraiment? Ouais, à l'école aussi? Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles à l'école où j'ai pu être victime de ce qu'on n'appelait pas à l'époque comme ça, mais d'une forme de harcèlement par notamment un camarade de l'école. Et puis parce que j'ai traversé des choses avec la séparation de mes parents, avec la mort de mon père. Mais comment vous vous en êtes sorti de cette situation qu'on ne qualifiait pas à l'époque? Quand un petit garçon se faisait emmerder, pardon pour le terme, toute la journée par un autre, les profs s'en mêlaient à peine. Comment vous en êtes sorti, vous? Moi, j'ai eu de la chance d'abord parce que j'étais entouré avec des amis, parce que l'école a réagi. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis parce que c'était pas en meute. Ce qui est horrible dans le harcèlement à l'école, aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'abord le fait que, contrairement à ce qui se passait avant, ça ne s'arrête jamais. Oui. Puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, ça se poursuit le soir, le week-end, pendant les vacances. Ensuite, parce que c'est souvent des phénomènes de meute. Et là aussi, je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup là-dedans. Et ce qui est terrible, c'est que les jeunes qui en sont victimes, ce qui les tue, et on sait qu'il y a des drames et des jeunes qui se suicident, c'est le sentiment qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel et que ça ne va pas s'arrêter. Moi, c'est toujours le message que je fais passer à chaque fois que je me déplace dans les établissements, ce que je veux faire passer avec mon association qui fait des sensibilisations, c'est qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'il ne faut jamais perdre ça de vue, il faut en parler, et ça, il y a toujours une fin à la souffrance. Et je pense que c'est ça qui doit permettre de tenir. Vous avez été très salué comme ministre de l'Éducation nationale, et je peux le dire d'ailleurs sans rougir, moi je vous ai trouvé absolument formidable dans ce rôle. Merci. Et j'ai aimé l'autorité que vous avez remise en place et que vous avez redonnée aussi aux professeurs, et le fait de dire aux harceleurs que la peur allait changer de camp. C'est une formule qu'on utilise maintenant pour différents fléaux, mais c'était la vérité. Ça vous manque ce rôle-là, justement vis-à-vis des écoles? Vous avez monté cette association, mais le fait de pouvoir
aller encore plus loin, parce qu'on sent que c'est quand même vraiment votre sujet, l'éducation nationale. Vous avez aimé être ministre de l'Éducation nationale? Je pense que c'est la fonction que j'ai préférée. D'abord parce que pour moi, le sujet, il est fondamental. L'école, c'est l'assurance vie de la République. Je crois que moi, je suis attaché à la République et l'école, elle est là pour construire des républicains. Et en fait, je disais souvent, le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de la culture de demain, c'est le ministère de l'économie de demain, c'est le ministère de la justice de demain, c'est le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes de demain. Donc tout se joue à l'école. Vous n'avez pas pu récupérer la fonction Beaux-Arts quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale? Non. Mais j'avais lancé un plan et des travaux sur l'éducation artistique et culturelle. Moi, j'y crois beaucoup. D'abord, le fait de peut-être rénover les disciplines qu'il y a au collège. On sait, il y a art plastique et musique. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans un monde de l'image. Via les smartphones, le numérique, on est confronté à des images toute la journée. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est apprendre une forme de grammaire de l'image. Comment est-ce qu'on décode les images auxquelles on est confronté. Et puis je voulais faire entrer le théâtre aussi. Mon objectif, ça reste, et j'espère qu'un jour j'arriverai à le mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre, ça reste que tous les élèves au collège fassent du théâtre. Pourquoi du théâtre? Pourquoi plus que de la danse? Parce que pour plus moi, que du chant? c'est probablement ce qu'il y a de plus complet. Vous en faites vous-même? J'en ai fait quand j'étais ado. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus complet parce que c'est à la fois la découverte des textes, donc la culture générale, c'est une gymnastique intellectuelle parce que c'est la mémorisation, et c'est la gestion de ses émotions. C'est ce qui permet aussi de développer une forme de confiance parce que c'est l'apprentissage de la prise de parole en public, c'est la gestion de l'altérité. Bref, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complet. Et il y a des pays, notamment au Royaume-Uni, où le théâtre est très développé à l'école. Et moi, les arts, la culture et les arts en général Oui. au Royaume-Uni sont extrêmement développés, ainsi Ouais. que le sport. On est quand même très très en retard sur ces questions-là. C'est vrai. Je tiens à vous signaler, Monsieur le Premier ministre, que juste après vous dans ce studio, j'aurai le plaisir de recevoir Pierre Arditi. Donc si vous avez envie d'échanger un peu sur le théâtre, si vous avez 3 minutes, ouais, vous avec aurez peut-être plaisir. ça. Quel souvenir vous gardez de vos 15 ans, Gabriel Attal? De mes 15 ans, Vous étiez quoi? Un chef de bande, un tombeur, un timide, un élève discret? je pense que comme beaucoup de jeunes ou d'ados d'ailleurs, je pense que je suis passé par beaucoup de phases différentes. Donc je ne saurais pas me qualifier. Je pense que 15 ans, en tout cas, c'est le moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'actualité, à la vie publique. Et à la politique, donc? Ouais, et où j'ai commencé à vraiment vouloir m'engager. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis construit, de ce point de vue-là. Est-ce que vous arrivez à analyser la relation que vous avez avec le pouvoir et avec le fait de l'exercer aujourd'hui? Est-ce que Oui. ça vient de là, de cette enfance? Non, ça, je ne suis pas sûr. Moi, je fais toujours attention à ce... C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas avoir peur ni du pouvoir, ni de dire qu'on veut le pouvoir, qu'on veut du pouvoir. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier pourquoi on le veut. Moi, derrière le pouvoir, je vois le pouvoir d'agir. Le pouvoir pour le pouvoir, je pense non seulement que c'est pas intéressant, mais je pense que c'est dangereux. Parce qu'on finit par s'accrocher, parce qu'on prend pas les bonnes décisions. Donc voilà, je pense que c'est pas un gros mot, mais il faut le voir comme le pouvoir d'être utile. Et c'est vrai que quand j'étais ado, je ressentais ce besoin-là. J'étais par exemple très souvent délégué de classe parce que j'aimais bien pouvoir aller revendiquer un certain nombre de choses auprès de l'établissement, auprès des enseignants, au nom de mes camarades, échanger avec eux sur leurs besoins, sur leurs... Je suis extrêmement touchée parce que ça nous fait enfin un point commun. Je me cherchais un point commun avec un Premier ministre et voilà, je l'ai. Nous avons été tous les deux délégués de classe. C'est fou comme ça ne mène pas forcément la même carrière. Bah non, mais ça veut dire que vous serez Premier ministre et que moi je serai podcasteur un jour. Ce serait formidable. Mais non, je pense que ça n'est pas ça notre avenir. Vous, maintenant, vous n'avez plus qu'une seule marche à gravir, en fait, pour pouvoir vraiment avoir le pouvoir et l'exercer correctement et servir à quelque chose. Vous n'avez pas le droit de dire que vous n'y pensez pas, puisque vous ne vous levez le matin que dans le but de servir votre pays. Donc la meilleure façon de servir votre pays, ce serait d'être un jour notre président de la République. Bah, d'abord, il ne faut pas que cette question-là, elle empêche d'être utile avant. Aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est ça le problème. En France, la politique, elle est malade de l'élection présidentielle.
Tout le monde est obsédé par l'élection présidentielle. C'est une échéance qui rend fou et qui, je pense, bloque beaucoup. Parce que si là, vous vous dites dès maintenant, OK, je vais être candidat à la prochaine élection présidentielle ou à la suivante, les choix que vous allez faire aujourd'hui, ils ne vont pas être guidés par ce que vous pensez utile aujourd'hui pour le pays. Ils vont être guidés par la construction de votre candidature qui aura lieu dans 2 ans ou dans 7 ans. Et donc moi, mon obsession, c'est de me dire comment on est utile au pays aujourd'hui. Si tout le monde s'arrête de bosser, les politiques, de faire des réformes, de prendre des décisions parce qu'il y a une élection présidentielle dans 2 ans, c'est dramatique pour le pays. Mais pourtant, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut construire une petite maison, il faut mettre une marche par une marche, une pierre par une pierre. C'est ce que vous faites. Oui, et c'est pour pouvoir dire ensuite, dans 2 ans aux Français, regardez tout ce que j'ai fait depuis 5 ans, regardez à quel point je ne me suis pas arrêtée et à quel point je n'ai pas focalisé uniquement sur cette élection. En revanche, je suis l'homme de la situation. Oui, mais moi, ce que je fais aujourd'hui, les idées que je défends aujourd'hui, les propositions que je fais au Parlement aujourd'hui, je ne veux pas le faire en vue d'une candidature à l'élection présidentielle. Ça, c'est difficile, hein, mais je veux que la boussole... Vous n'y pensez donc jamais? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que je veux que la boussole de ce que je fais aujourd'hui, ça soit avant tout ce qui est utile et nécessaire au pays aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez considérer qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour le pays aujourd'hui, qui vont pas être un atout pour une prochaine élection présidentielle parce que c'est pas très populaire. Voilà. Je donne un exemple. Là, j'ai ouvert récemment un débat sur le système de retraite. Moi, je pense qu'il faut aller vers un système par capitalisation, qui n'est pas le système par répartition qu'on a en France depuis 1945. Mais c'est pas très populaire de dire ça dans le débat public. Pourtant, je pense que c'est nécessaire pour le pays. Et donc, vous voyez... Mais vous nous avez habitués à ne pas avoir que des mesures populaires et au contraire même pas populistes. Vous êtes quelqu'un qui est rentré, qui avait pris fait et cause pour des choses. Vous avez été autoritaire, vous avez été sévère et on avait besoin de ça aussi. On s'en est rendu compte, ça a été le cas dans l'éducation nationale. Ça n'a pas empêché les Français d'être très contents de vous avoir, je crois. Oui, non, mais je pense que, en tout cas... Ou alors je ne parle que de moi, je ne sais pas. Non, mais moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est jamais avoir peur du constat et de dire la vérité. Et je pense que ce qui a marqué quand je suis arrivé à l'éducation nationale, c'est que j'ai assumé de dire qu'il y a un problème de niveau dans nos écoles. Et je pense que si on n'est pas capable de le dire et de l'assumer, c'est l'école qu'on met en danger, parce qu'à la fin, les familles françaises n'auront plus confiance dans l'école publique. Ils voudront tous mettre leurs enfants dans des écoles privées s'ils considèrent qu'il y a plus d'exigences et qu'on élève davantage le niveau dans ces établissements. Donc, sur ce constat-là, j'ai assumé. Et puis assumé de prendre des décisions qui, effectivement, faisaient pas plaisir aux syndicats, faisaient pas plaisir à certains commentateurs spécialistes de l'école, mais que j'ai nécessaire. Gabriel Attal, le jour de votre discours de politique générale, vous avez déclaré qu'être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre et ouvertement homosexuel. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Ça aussi, c'était une prise de parole à laquelle nous n'étions pas habitués. C'était essentiel pour vous de le faire comme ça, à ce moment-là? Oui, pas tant pour moi, mais d'abord pour le message que ça envoie, notamment pour des jeunes gays qui ont probablement du mal à s'assumer, à le dire à leur famille, etc. J'ai reçu beaucoup de messages de jeunes qui m'ont dit, grâce à vous, j'ai eu le courage d'en parler à mes parents. Et ça, il suffit d'un message pour vous dire que vous êtes utile. En 2025, c'est encore, et il faut le rappeler, très compliqué pour plein de jeunes homosexuels de pouvoir le dire à leur famille. Je pense que s'il y a des difficultés dans tous les milieux sociaux, dans tous les territoires, c'est jamais facile. Ça peut être plus facile dans certains endroits que dans d'autres, mais quand même, moi, je vous ai dit, j'ai grandi dans un milieu favorisé, ouvert, urbain, et pourtant ça a été difficile parce que je pense que c'est pas tant le milieu dans lequel vous êtes que... Oui, mais vous ne l'avez pas annoncé en 2025. C'était 10 ans avant, ou 15 ans avant, ou 20 ans avant. Ouais, on a quand même l'impression que ça avance, non? C'était pas aussi longtemps que ça avant quand même. Et donc voilà, donc je l'ai dit pour ça. Et je l'ai dit aussi parce que c'était pour moi un des éléments qui permettait de montrer que tout n'est pas noir dans notre pays et qu'il y a des choses qui progressent. On dit souvent que le pays décline, que tout va moins bien, que tout est en train d'aller vers la catastrophe, qu'il faut tout voir en noir. Bon, moi je me souviens quand même, effectivement, qu'il y a 10 ans, ça a été un débat qui a été très dur dans le pays sur le mariage pour tous. On a entendu beaucoup d'homophobie, la question de l'égalité de l'égalité faisait pas consensus.
Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en 2024, on peut avoir un Premier ministre qui assume son homosexualité sans que ça crée du débat ou un problème dans le pays. Donc ça montre qu'il y a aussi des choses qu'on avance. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le dire et de le souligner. Vous n'avez pas d'enfant, mais si un jour vous deveniez père, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre ? Sur quoi vous ne transigeriez pas, Gabriel Attal ? Je pense que je transmettrais ce que mes parents m'ont transmis. La liberté ? La liberté comme valeur cardinale et fondamentale dans sa vie, première chose. Et ensuite, des valeurs de tolérance. Je pense que c'est ce qui est le plus important à tout point de vue. Puisqu'on est aux enfants, je voudrais revenir avec vous sur 2 sujets épouvantables et que nous avons en ce moment dans l'actualité, les scandales de Betaram et du docteur Le Squarnec, qui démontrent une fois de plus que les enfants ne sont absolument pas protégés en France. Pourtant là, dans la grande majorité des cas et des victimes, elles avaient parlé, elles avaient dénoncé les violences, et pour autant, leurs paroles restent quasiment ou systématiquement mises en doute ou sans effet. L'avocate en protection de l'enfance, maître Rebecca Royer, qui fait partie d'un collectif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 3 par classe, alerte sur le fait que les enfants qui dénoncent les agressions ne sont ni crus ni protégés par la justice. Comment vous expliquez qu'un pays comme la France, qui se veut protecteur des droits de l'enfant, échoue encore à prendre en compte leurs témoignages et à garantir leur sécurité ? D'abord, l'éducation nationale, c'est le premier pourvoyeur d'informations préoccupantes à la justice. Ça veut dire que quand même dans l'éducation nationale, il y a une organisation qui fait que il y a des signalements qui sont faits à la justice. Donc là, vous avez raison. C'est aussi du point de vue de la justice qu'on doit arriver à faire progresser les choses. Il y a des textes qui ont été pris ces dernières années. Je pense qu'il y a probablement d'autres réformes qu'il faut faire, y compris d'organisation au sein de la justice. Moi, après, il y a une mesure que je défends. Elle ne fait pas du tout consensus. Et on l'a défendue à l'Assemblée il y a quelques semaines. Elle a été rejetée à l'Assemblée. Et je respecte ceux qui ne sont pas d'accord, mais en tout cas, pour moi, elle me tient à cœur. C'est l'imprescriptibilité pour les crimes sur les enfants. C'est une mesure extrêmement forte et c'est une mesure qui est réclamée par beaucoup et notamment par tous ces enfants qui ont été victimes d'actes pédocriminels. Oui, après, il y a beaucoup de voix, encore une fois, que je respecte, qui sont contre parce qu'ils disent que l'imprescriptibilité, c'est pour les crimes contre l'humanité, etc. Et que donc, si on met les... Mais les crimes contre les enfants, ce sont des crimes contre l'humanité. C'est exactement ce que je crois. Je pense que s'attaquer aux enfants, c'est s'attaquer à l'humanité au sens de l'humanité de chacune et chacun d'entre nous. Et surtout, moi, d'abord, il y a beaucoup d'enfants, on sait, qui sont tellement traumatisés par ce qu'ils vivent que c'est des choses qui refont surface parfois très, très, très tard. Et ensuite, c'est peut-être pas une bonne raison de défendre cette mesure, mais moi, ce qui me plaît dans cette mesure, c'est que l'imprescriptibilité, je pense que ça permettrait aussi de garantir que les agresseurs ne dorment jamais tranquilles. Et qu'il n'y a pas un moment dans leur vie où ils se disent « Ah, ça y est, c'est bon, maintenant je suis sorti d'affaire. Il ne pourra rien m'arriver. » Et donc, si ça ne peut pas être prescrit, toute leur vie, même si à la fin, malheureusement, la victime n'a pas parlé, la personne n'a pas été poursuivie, ils ne pourront jamais dormir tranquille. Vous allez pouvoir la reproposer, cette proposition de loi ou... On va essayer. Il faudra trouver un autre moment, un autre texte pour le proposer. Là, la mesure a été rejetée. Après, il y a aussi, ces dernières années, il y avait eu un progrès, c'est ce qu'on appelle la prescription glissante. C'est-à-dire que la prescription part du dernier fait qui a été commis. C'est-à-dire si un agresseur agresse sur une période de temps, plusieurs enfants, la prescription, y compris pour le premier qui a été agressé, va partir du dernier fait comparable qui a été... Donc ça, c'est un progrès. Mais c'est vrai que moi, je défends cette mesure d'imprescriptibilité. Gabriel Attal, qu'est-ce qui vous manque le plus dans le fait de ne plus être à Matignon tous les matins quand vous vous levez là ? Je dirais que c'est la possibilité de prendre des décisions immédiates sur des sujets qui me semblent importants. Parce que quand vous êtes au Parlement, c'est encore une fois, vous êtes utile, mais c'est différent. Vous proposez, vous amendez, vous suscitez des débats, vous réfléchissez. Quand vous êtes Premier ministre, c'est 50 décisions que vous prenez dans la journée, y compris sur beaucoup de sujets que les Français ne voient pas. Et oui, ça, c'est quelque chose qui me manque. Après, moi, je ne suis pas dans la nostalgie. Je suis... Voilà, je regarde les étapes les unes après les autres et j'essaye de regarder devant. Je ne vis pas du tout avec nostalgie ce moment-là. J'ai adoré être Premier ministre, ça a été un honneur. Je crois que j'ai fait du mieux que j'ai pu.
et jusqu'au bout. Mais je ne vis pas dans la nostalgie. On dit de vous que vous êtes très à l'aise face aux critiques. Néanmoins, y en a-t-il qui vous atteignent plus que d'autres et qui quand même arrivent à vous faire vaciller de temps en temps? Je réfléchis. Parce qu'on apprend à se blinder quand même quand on fait de la politique, parce que les critiques, elles viennent toute la journée. Je pense que les critiques qui me blessent le plus ou qui m'atteignent le plus, c'est celles dont je considère qu'elles sont les moins justifiées. Et notamment tout le procès, mais qui touche, je pense, tous les politiques, mais en déconnexion. Qu'on dise de vous que vous ne connaissez pas la vraie vie? Oui, ou qu'on n'est pas, qu'on n'est pas attentif à ce que vivent les Français, à leurs priorités, à leurs attentes. Ça, je pense que c'est parce que je ne me vis pas du tout comme ça. Et j'essaye toutes les semaines de faire des déplacements, d'aller au contact, de rencontrer les gens. Voilà. Et donc, voilà, quand je considère Comment que c'est le vont moins les Français justifié, ça touche. Et après, il y a des critiques qui touchent aussi parce qu'au contraire, elles sont très justifiées. Et notamment tout le sentiment aujourd'hui chez beaucoup de Français qu'il y a une forme d'impuissance publique. Qu'en fait, les politiques, parce qu'il y a trop de normes, parce qu'il y a trop de procédures administratives, parce que les politiques ne sont pas capables de s'entendre entre eux, en fait, ne sont pas capables de prendre des décisions radicales, efficaces et immédiates pour les Français. Et ça c'est une critique qui me touche parce que je pense qu'elle est très dangereuse pour l'avenir et qu'elle peut vraiment entraîner une perte de confiance durable et une rupture entre les Français et les politiques. Vous trouvez qu'on va comment, nous, les Français? Vous qui allez au contact? Vous nous trouvez en forme? Vous nous trouvez un peu déprimés? Vous nous trouvez comment? Non, je pense que chez beaucoup de Français, il y a un bonheur et une confiance dans la vie personnelle. Par contre, je pense qu'il y a un vrai pessimisme sur notre vie collective. Je pense que on a perdu un peu le mot fraternité, je crois. Oui, même si, là aussi, quand vous vous déplacez, partout en France, vous voyez que partout, il y a quand même des gens, des Français qui s'engagent dans des associations, dans leur quartier, qui donnent de leur temps, ce qui est pour moi ce qu'on a de plus précieux, le temps, au service des autres. Et franchement, ça vous redonne foi dans le pays. Je pense que la France, c'est un pays qui est plus heureux, plus uni qu'il ne le pense lui-même. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est plutôt regarder ça. Est-ce que vous pensez que les Français sont devenus enfin gouvernables? Moi, je pense... Gouvernable, ça veut dire quoi? Moi, je pense que les Français, c'est pas un pays domptable. Et je pense que c'est bien. On est un pays qui a fait des révolutions, y compris encore récemment, ces dernières années. On a vu le mouvement des Gilets jaunes, voilà, qui est capable de s'indigner, de manifester, de revendiquer. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on le perde, parce que ça peut aussi être fait de manière positive pour faire avancer les choses. Gabriel Attal, à qui devez-vous beaucoup? Je dois beaucoup à mes parents, parce que c'est eux qui m'ont éduqué. Je dois beaucoup à mes enseignants, parce qu'ils m'ont formé et transmis. Je dois beaucoup à mes sœurs, parce qu'elles m'ont sensibilisé. Je dois beaucoup au président de la République, ce qui m'a permis d'exercer des fonctions au plus haut niveau pour mon pays à un âge très jeune et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je dois beaucoup à mes collègues et aux adhérents de mon parti qui me font confiance. Puisque vous parlez du président de la République, est-ce que vous pensez que vous êtes son plus grand regret, là? Est-ce que vous pensez que quand même le matin, il se lève et il se dit « J'ai quand même perdu Gabriel Attal dans cette bagarre » Bon, je sais pas. Il a dit lui-même dans ses vœux que la dissolution, c'était pas une décision, c'était pas la meilleure décision. Enfin, c'est comme ça que je traduis ce qu'il a dit. Elle n'avait pas tout à fait été réussie, quoi. Elle n'a pas mené là où il a envie qu'elle le mène. Mais après, je dirais pas qu'il m'a perdu, puisque... Vous en êtes où aujourd'hui avec le président de la République? Je suis membre du parti qu'il a créé et à la tête du groupe parlementaire des députés qui constituaient ce qu'on appelle sa majorité présidentielle. Donc il y a évidemment une fidélité. Après, je suis maintenant je ne suis plus son Premier ministre, je ne suis plus son ministre. Et donc je considère que je suis aussi à un moment de ma vie politique où je me construis aussi plus personnellement.
Vous l'avez dit, vous lui devez beaucoup et à la fois vous auriez de vraies raisons d'être fâché contre lui. Vous les avez eues, ces raisons, vous avez été fâché à un moment contre lui. Vous l'avez voulu de cette dissolution, par exemple. Mais je ne l'ai pas comprise. J'ai pas compris ce choix. Vous avez essayé de le raisonner ? J'ai pas eu vraiment le temps puisque je l'ai appris, la décision était prise et elle allait être annoncée 1 ou 2 heures plus tard. Donc c'est une décision que j'ai pas comprise. Et oui, quand vous êtes Premier ministre, le fait que cette décision soit pensée, préparée, anticipée, sans que vous en soyez informé, évidemment, c'est dur. Voilà, maintenant, moi, je suis pas du tout à ressasser et j'essaye d'avancer. Mais est-ce que vous avez peur quand même que votre lien à Emmanuel Macron puisse être un frein dans la suite de ce que vous avez envie de mettre en place au service des Français ? Est-ce que vous allez réussir à vous en détacher ? Certains disent de vous, de lui plutôt, que c'est un peu votre père en politique et que de toute façon, maintenant qu'on le sait déchu, ce serait peut-être le moment de tuer le père. C'est comme ça que vous le voyez, vous ? Ah non, pas du tout. Moi, je pense que la loyauté, c'est important en politique. En tout cas, moi, j'y crois. Et encore une fois, je serais pas, j'aurais pas eu les responsabilités que j'ai eues sans la confiance du président de la République. Ensuite, je pense que pour le pays, on a besoin que le président de la République soit dans sa fonction et soit pas fragilisé institutionnellement, surtout à un moment où la guerre est de retour en Europe et on voit que les bouleversements géopolitiques sont majeurs. Et enfin, je pense que vous pouvez être loyal, fidèle à un héritage, à une confiance qui vous a été donnée, mais aussi vous construire personnellement et avoir votre propre route, faire vos propres choix, avoir votre droit de regard sur ce qui a été fait et sur ce qu'il faut faire. Sans brûler tout ce qui a existé. Oui. Gabriel Attal, que feriez-vous si vous étiez une femme le temps d'une journée ? Je pense que je ferais rien de différent de ce que je fais. En fait, je ne changerais rien pour que tout change dans ma tête ou dans ma perception. Je pense que je ferais exactement la même journée que je fais aujourd'hui, mais en tant que femme, je pense qu'elle serait totalement différente. C'est assez probable, oui. Je pense que je me lèverais le matin avec une charge mentale que je n'ai pas aujourd'hui, même si je suis dans un métier qui est très exposé, où l'apparence compte beaucoup. Mais en tout cas, je pense que j'aurais cette charge-là de devoir être soigné, que j'ai pas que j'ai pas autant qu'une femme. Là, j'écoute mes sœurs, je vois très bien. Voilà, le fait d'être maquillée, le fait de... Il y a une forme d'injonction de la société, le fait de faire attention à ce qu'on met, parce que soit on s'habille, on va dire, sobre, et ça fait, c'est perçu par la société comme négligé, soit au contraire, on fait entre guillemets attention et on va dire, j'aime pas ce terme. Et on est trop sophistiqué, ou on est trop sexy, ou on est trop... Provocante. Voilà, exactement, bien sûr. Donc il y a cette charge mentale-là. Ensuite, je prendrai les transports et je pense qu'il y aurait la charge mentale dans un métro bondé, se faire toucher, se faire agresser par des plotteurs du métro, comme on dit. Parce que ça aussi, c'est du vécu et mes sœurs m'en ont parlé. Je pense que j'arriverai au travail et que dans les réunions que j'ai aujourd'hui, probablement que certains finiraient beaucoup plus mes phrases et me couperaient peut-être plus la parole. Peut-être que d'autres s'arrogeraient un peu plus le travail qui est le mien. Peut-être que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans peut-être une forme d'autorité dont je fais preuve dans certaines réunions, on dirait que je suis autoritariste ou hystérique. Voilà. Après, je pense pas une très bonne journée. Hein. Si je peux me permettre, là, tout ce que vous avez décrit, vous ne passeriez pas une très bonne journée. J'essaye de voir ce que... peut-être qu'après, j'irai déjeuner et que je refuserai de déjeuner avec certains collègues qui me le demandent et qu'ils diraient que je suis distant ou que je suis froid. En l'occurrence. Voilà. Froide et distante. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on dit quand un homme refuse d'aller déjeuner avec des collègues. On dit qu'il a mieux à faire. Qu'il est débordé. Qu'il est débordé. Peut-être qu'au déjeuner, on me dirait que j'ai l'air fatigué. Vous prendriez une salade plutôt qu'une entrecôte frite ? Non, comme je ne changerais rien, je prendrais un burger frites. Et là, on me dirait, mais tu fais pas attention. Et puis, je pense que dans la discussion, on me dirait, mais à 35 ans, tu n'as toujours pas d'enfant. C'est pas quelque chose qui te travaille. Je suis célibataire, donc on me dirait, mais tu veux pas te poser. Après, je retournerai au travail l'après-midi dans des réunions qui se passeraient peut-être comme elles se sont passées le matin avec les mêmes problèmes. Et puis le soir, après avoir été dîné dehors,
je rentrerai chez moi sans la possibilité de rentrer en faisant une partie importante du chemin à pied parce que j'aurais peur de me faire agresser dans la rue. C'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais ça fait référence à des choses que m'ont dites mes sœurs, ma mère, sur ce que vivent aujourd'hui les femmes encore en France. Évidemment, c'est pas très loin. Heureusement, toutes nos journées ne ressemblent pas à ça, mais ça n'est pas très loin. J'essaie de faire un condensé de ce qui pourrait changer si j'étais une femme dans ma journée au quotidien. Vous n'auriez pas eu les mêmes journées. Qu'est-ce qui rend un homme heureux, Gabriel Attal ? Je pense que tous les hommes sont différents. Alors qu'est-ce qui vous rend heureux ? Aujourd'hui, ça changera peut-être, c'est le fait de me sentir utile aux autres. Mais ça changera peut-être qu'à un moment de ma vie, c'est pas grave, je serai dans un autre moment, peut-être que j'aurai construit une famille et que je me dirais, j'ai envie que la priorité, ça soit d'être utile et d'être là pour les miens au sens de ma famille immédiate, mes proches. Mais aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est de me lever le matin en me disant qu'aujourd'hui, je vais faire des choses qui vont avoir un impact et qui vont être utiles à mon pays et de me coucher le soir en me disant que aujourd'hui, j'ai fait telle chose qui a été utile. Et c'est aussi de rencontrer des gens. Mais ça arrive qu'il y ait des jours où vous n'ayez rien fait de très utile, rassurez-moi. Ah oui, ça arrive. Ouais. Est-ce que c'est facile de vivre avec vous ? Là encore, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question, mais j'espère. Je pense que je suis quand même dans des fonctions, et ça fait plusieurs années que je suis dans des fonctions où je ne crois pas être hyper disponible pour la vie. Vous le regrettez un peu, ça ? Non, parce que c'est un choix que je fais. Si je n'étais pas satisfait, je ferais autre chose de ma vie. Moi, je suis pas... je pense que la politique, c'est évidemment des contraintes, c'est évidemment des sacrifices, mais on n'a pas le droit de s'en plaindre parce qu'on le choisit. Mais ça vous arrive de vous sentir seul ? De vous sentir vraiment seul ? Ouais. Oui, bien sûr. Moins aujourd'hui que quand j'étais au gouvernement. Parce que quand vous êtes au gouvernement... et là, je ne parle pas de quand j'étais Premier ministre, où là, on est chef d'équipe, donc c'est différent. Mais quand vous êtes ministre, moi, je me suis toujours senti assez seul. Vous avez une équipe, vous avez un cabinet, mais ce n'est pas une relation vraiment d'égal à égal. Il y avait assez peu de vie entre les ministres et assez peu de vie collective. C'est pour ça que moi, quand j'étais Premier ministre, j'essayais d'organiser ça. Quand vous êtes député, comme c'est mon cas à nouveau aujourd'hui, vous êtes dans un collectif. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est quoi votre plus grande qualité ? Et après, je vais vous demander quel est votre plus grand défaut. Peut-être de ne pas savoir répondre à cette question. Non, je sais pas. Ça n'ira pas du tout. Je dirais la curiosité. Et votre plus grand défaut ? Je pense que j'ai du mal parfois avec des proches ou des amis à montrer assez mon attention. Enfin, Gabriel Attal, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver un jour le plus tard possible ? Alors ça, c'est horrible parce que c'est une question. À chaque fois que j'ai vu des personnalités répondre à cette question, c'est des images qui ressortent quand vous mourrez. Et donc je me disais, putain, le jour où j'aurais pas dû dire ce mot, mais le jour où on te posera cette question, il faut vraiment que tu l'aies pensé. Parce que le jour où tu mourras, on ressortira l'image. J'aimerais qu'ils me disent... ça reprendra le fil de ce qu'on s'est dit dans l'échange. Bravo, parce que tu as vécu libre, et donc tu es libre de venir ou pas au paradis. Merci infiniment, Gabriel Attal, d'être venu dans Tant qu'il y aura des hommes. J'en profite pour remercier Paul Larouturou qui m'a aidé à monter ce rendez-vous et votre sœur Noémie qui écoute le podcast et qui un jour m'a glissé, je ne la connaissais pas, on s'est rencontrés comme ça, elle m'a glissé, j'aimerais tellement que mon frère vienne chez vous et je sais qu'elle a œuvré dans l'ombre pour que ça se fasse. Donc merci beaucoup. Je confirme. Les mots de la fin vous reviennent, donc je vais commencer une phrase et c'est vous qui la terminez. Alors, tant qu'il y aura des hommes... C'est dur votre truc. Ouais. Il y aura de l'espoir. Mais là, je parle des hommes et des femmes en général. L'homme au sens de l'humanité. Tant qu'il y aura derrière chacune et chacun d'entre nous de l'humanité, il y aura de l'espoir. Merci infiniment, Gabriel Attal. Portez-vous bien et j'espère à bientôt. Merci. Tant qu'il y aura des
les hommes.